Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Click and Coffee. J'ai le plaisir de recevoir le cofondateur de Lug, à la fois société, mais également actif numérique français adossé à l'euro. Olivier Ourandam, bonjour. Bonjour Nicolas, merci de On me entend, recevoir. je vous en prie, on entend beaucoup parler de crypto-monnaie sans vraiment bien savoir de quoi il retourne. Pouvez-vous nous donner une définition la plus claire possible? Alors oui, crypto-monnaie, alors on va employer un terme que vous avez utilisé, qui est le terme qu'on utilise en France, qui est le terme d'actif numérique, plutôt que crypto-monnaie, qui est quelquefois un peu galvaudé. Donc un actif numérique, c'est un objet numérique euh, qui va pouvoir qui existe dans la blockchain et qui va avoir un certain nombre de caractéristiques, mais la plus importante, c'est qu'il va pouvoir être transféré de pair à pair sans intermédiaire, justement grâce à la blockchain. Euh, le fait qu'il soit transférable de pair à pair sans intermédiaire va permettre l'établissement finalement d'un prix pour cet actif numérique, puisque il va s'établir un marché et donc un acheteur et un vendeur de cet objet vont pouvoir ensemble se mettre d'accord sur un prix. Donc ça lui donne une valeur qui va pouvoir fluctuer dans le cadre de la plupart des crypto-monnaies. Hein, je pense on va y revenir au cours de l'entretien. Mais c'est bien ça l'idée. Et le fait que cette transaction ait lieu dans la blockchain est très important, puisqu'en fait, euh, la transaction va être enregistrée sur un registre qui a la particularité d'être un registre qui n'est pas stocké sur un unique serveur, mais en fait sur une multitude de serveurs distribués, on appelle ça des nœuds, si bien qu'une fois que la transaction est enregistrée, elle est totalement irréversible, inviolable et totalement sécurisée en fait. Donc cet échange de pair à pair, une fois qu'il est réalisé, personne ne peut revenir dessus. C'est une des particularités de la blockchain. Et Je donc, vous interromps juste. oui. Pour le néophyte que je suis, la blockchain, c'est… Mais la blockchain, c'est justement cet ensemble de serveurs totalement distribués qui tournent sur un protocole informatique basé sur la cryptologie. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de crypto-monnaie. Tout ça est sécurisé par des algorithmes de cryptologie et surtout, c'est vraiment très important de comprendre ça, c'est distribué. Donc, ce n'est pas sur une seule base de données que il va y avoir l'enregistrement d'une transaction, mais sur des dizaines, des centaines, voire des milliers de serveurs dans le monde entier qui vont dupliquer l'information, chacun pour lui-même. Et donc, le registre sera toujours accessible, toujours visible, et il ne pourra pas être violé puisque il faudrait dans ce cas-là aller changer les informations dans tous les nœuds de tout le réseau blockchain. Euh, Question néophyte toujours. On a tendance en ce moment à retenir le cours du Bitcoin, qui se situe, je crois, autour de 49 000 euros. J'imagine que c'est un domaine bien plus étendu. Alors c'est vrai que le Bitcoin est très emblématique de cet univers des actifs numériques et des crypto-monnaies, hein, de par son ancienneté notamment. Ça a été le premier qui a été généralisé, qui a été connu du grand public. Le cours est un peu plus de 50 000 euros hein, ce matin au moment où on enregistre ce podcast. Et donc, vous voyez, c'est un actif numérique qui a la caractéristique. Ses caractéristiques, c'est la manière dont vont être créés les bitcoins par le processus de mining, hein, c'est-à-dire c'est en validant des transactions sur la blockchain qu'on va pouvoir créer des nouveaux bitcoins, et par le fait qu'il y en a un nombre fini qui va pouvoir être émis jusqu'à la fin des temps. Donc, ce sont les caractéristiques. Je vous disais tout à l'heure qu'un actif numérique, c'est un objet auquel est associé un certain nombre de caractéristiques. Et ben dans ce cas-là, ça va être la manière de les créer et le nombre maximum qu'il pourra y en avoir en circulation. Et donc, ce phénomène de rareté finalement fait que les gens s'échangent des bitcoins à un certain prix et que, en fonction de l'offre et de la demande, le prix évolue. Mais effectivement, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas que le bitcoin. Il y a beaucoup d'autres actifs numériques. Il y en a des dizaines aujourd'hui qui ont été émis. Et à chaque fois, à un actif numérique qui est associé un certain nombre de caractéristiques. Donc certains
ont ce qu'on appelle une utilité d'ailleurs. Il y a des droits qui sont associés à Mmh. ces actifs numériques, et c'est justement l'accès à ces droits qui fait qu'il y a une offre et une demande qui va se créer, et donc un prix qui va s'établir sur un marché qui, encore une fois, et c'est très important de le comprendre, est totalement décentralisé. Il n'y a pas de faiseurs de marché. Enfin, il y a des faiseurs de marché, mais il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a vraiment des transactions de pair à pair qui peuvent s'effectuer entre des gens qui veulent acquérir cet actif numérique et des gens qui souhaitent le vendre. Euh, pour en revenir à vous plus spécifiquement, pardon, le groupe Casino, actionnaire de la société Lug, vient de signer un partenariat donc avec, on l'a vu, CoinHouse, la Société Générale et le cabinet d'audit PwC. Pouvez-vous m'expliquer les tenants et les aboutissants de ce partenariat? Alors, c'est un peu plus large que ça. C'est la société Lug qui a comme actionnaire Casino, parmi d'autres actionnaires, hein, le groupe Casino qui a été Mmh. un actionnaire au départ, au moment où on a lancé la société. Je vais vous expliquer aussi ce qui intéresse Mmh. un groupe de retail dans ce qu'on veut faire Bien avec la sûr. société Lug. Mais c'est vraiment la société Lug qui a lancé un actif numérique en partenariat avec CoinHouse, avec PricewaterhouseCoopers, dans un écosystème de confiance où il y a aussi la Société Générale, et je vais vous Mmh. expliquer le rôle de chacun de ces acteurs. Et donc, Mmh. dans la société Lug, on a lancé un actif numérique. Et en fait, la caractéristique de cet actif numérique, c'est qu'il est adossé à l'euro. Et ça veut dire quoi qu'il est adossé à l'euro? Ça veut dire que sa valeur par rapport à l'euro ne change pas. Le LUG, qui est donc le nom qu'on donne à cet actif numérique, a la particularité que un LUG vaut toujours 1 euro, contrairement au Bitcoin, dont on a parlé tout Mmh. à l'heure et dont le cours Bien varie, sûr. comparé à la plupart des crypto-monnaies ou des actifs numériques qui sont marqués par une forte volatilité. Puisque, comme je vous Mmh. disais, comme il y a des échanges pair à pair, bah, suivant le jeu de l'offre et de la demande, le cours d'un actif numérique généralement varie et varie fortement. Et ben dans le cas du LUG, il ne varie pas. Il ne varie pas grâce à un mécanisme de stabilisation qui est Mmh. finalement très simple à comprendre, qui est basé sur le fait qu'à chaque fois qu'on émet un LUG, donc on crée un LUG, un objet numérique LUG dans la blockchain, Mmh. il y a 1 euro, un euro réel, qui est Mmh. mis sur un compte réserve à la Société Générale. Donc à chaque fois que Mmh. vous avez un LUG, que quelqu'un détient un LUG, on est certain qu'il y a 1 euro qui a été mis en réserve dans un compte spécifique qui est tenu par Mmh. la Société Générale. Et le fait qu'il y ait cette garantie, qu'il y ait ces euros qui puissent être capables de couvrir chacun des LUG qui est en circulation, permet d'assurer que le cours du LUG ne varie pas et est toujours égal à 1 euro. Et ce mécanisme-là, on le met en œuvre donc avec ce compte qu'on appelle le compte de réserve qui est tenu à la Société Générale, donc une Mmh. banque de premier plan et réputée. Et en Mmh. plus, on le fait vérifier par un acteur indépendant, donc le cabinet PwC, qui va Mmh. vérifier l'ensemble des procédures qu'on met en œuvre pour assurer bah, finalement cette couverture des LUG par des euros à la Société Générale. Et donc ce cabinet va vérifier les processus qu'on met en place, les technologies qu'on a mis en œuvre pour que ça puisse se passer ainsi, et va établir tous les mois une attestation Mmh. publique, une attestation indépendante, qui est publiée d'ailleurs sur le site de la société LUG, Mmh. lug.io, que n'importe qui peut consulter. Et dans cette attestation, il va bien confirmer que ce qu'on compte comme LUG dans la blockchain de manière indépendante Mmh. est bien inférieur ou égal à ce qu'il y a comme euro dans le compte qui est désigné comme étant le compte de réserve à la Société Générale. Et donc l'ensemble de ces mécanismes-là permettent d'avoir un actif numérique qui est vraiment différent des autres, puisque il a une stabilité de son cours par rapport à l'euro. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir une stabilité de son cours par rapport à l'euro, parce que Mmh. c'est pas forcément évident au Mmh. premier abord.
Donc c'est ce qu'on appelle cet objet-là, c'est ce qu'on appelle un stablecoin. C'est un nom un peu Mhm. barbare, mais et Mhm. anglo-saxon, parce qu'il en existe plusieurs dans l'univers du dollar. En fait, il y a plusieurs stablecoins dollars qui existent. Il n'en existait pas dans des environnements de confiance comme ça sur l'euro. D'accord. Et ça a un véritable intérêt pour les gens qui sont des investisseurs dans les actifs numériques, dans les crypto-monnaies, puisque, Mhm. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces actifs numériques, ils vont avoir souvent la particularité d'avoir une grande volatilité. Leur prix, Mhm. leur cours vont changer drastiquement par rapport dans une journée, hein, même quelquefois le cours du Bitcoin peut évoluer de manière assez significative. Ça attire des investisseurs qui veulent prendre des positions pour pouvoir faire des bénéfices, acheter quand le cours est bas, revendre quand le cours est haut. Donc c'est des investisseurs avertis hein, généralement Mhm. qui investissent sur ce marché des crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, ces investisseurs, quand ils veulent revendre leur position en Bitcoin ou en Ether, qui sont des crypto-monnaies Mhm. dont le cours varie pas mal au jour le jour, euh, Mhm. ils avaient le choix entre revenir dans le système bancaire, c'est-à-dire revendre leur Bitcoin et obtenir des euros en contrepartie, Mhm. avec généralement le besoin d'avoir un virement bancaire qui peut prendre plusieurs jours, hein, un virement Mhm. bancaire, ou alors ils revenaient sur une position en stablecoin dollar, donc ils revendaient leur Bitcoin contre une crypto-monnaie stable en dollars, ce qui faisait qu'ils n'étaient plus exposés à la volatilité du Bitcoin, mais ils restaient exposés à la volatilité euro-dollar, donc au Mhm. changement du cours du dollar par Bien rapport à sûr. l'euro. Et donc, c'était une autre volatilité qui était gênante. Donc, pour revenir Mhm. sur une position de refuge en euros, il faut un Oui. stablecoin euro. Et c'est l'intérêt du Mhm. LUG. Donc aujourd'hui, si je suis un investisseur en Bitcoin et qu'à un moment ben, j'ai plus envie d'être exposé à la volatilité parce que je pense que le cours va baisser ou parce que je vais pas avoir la possibilité de suivre le cours du Bitcoin pendant plusieurs jours parce que je pars en vacances ou que voilà, Mhm. que j'ai des contraintes. Ben, au lieu de revenir sur du dollar ou de revenir dans le système bancaire avec les coûts et les délais que ça suppose, je vais pouvoir revenir sur une position qui est une position toujours d'actif numérique, donc ça se fait de manière instantanée, qui est le LUC, ce stablecoin euro, et qui va me protéger totalement de la volatilité du cours des crypto-monnaies, puisque j'ai cette assurance qu'il y aura une parité entre le cours du LUG et le cours des cryptos. Et, et c'est pour ça que c'est un usage très très particulier, mais c'est pour ça qu'on l'a fait en partenariat avec CoinHouse. Donc CoinHouse, Oui. c'est un prestataire d'actifs un prestataire de services sur actifs numériques. Donc c'est un Mhm. acteur dont le métier est de proposer à des investisseurs, que ce soit des particuliers ou des entreprises, d'investir sur ces marchés crypto. Donc quand vous allez chez CoinHouse, vous vous inscrivez et après vous pouvez, vous avez un compte qui va vous permettre d'investir sur ces marchés crypto. Et CoinHouse est un acteur qui est régulé puisqu'il dispose d'un enregistrement de prestataires de services sur actifs numériques auprès de l'AMF. Et donc c'est pour ça Mhm. qu'on a souhaité voilà, s'adosser à CoinHouse pour pouvoir distribuer le LUG de manière à s'adresser à cette communauté des investisseurs en actifs numériques chez CoinHouse et qui font ces investissements. Alors, c'est parfaitement clair. Maintenant, on va revenir un peu sur le côté casino. Dans un communiqué, le groupe voit dans ce projet un moyen de développer à plus long terme des nouveaux moyens de paiement et de fidélité innovants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, quand on a lancé le LUG à la mi-mars, euh, dans notre communication, on a bien expliqué qu'il y avait plusieurs étapes dans le déploiement du LUG. Donc l'étape que je viens de vous décrire, qui est très orientée sur le marché des actifs numériques, adossée à CoinHouse et peut-être à d'autres distributeurs prestataires de services sur actifs numériques dans le futur. Donc c'est une application
du stablecoin, donc de l'actif numérique stable, qui est très spécifique pour les investisseurs en crypto-monnaie. Mais le fait d'avoir un stablecoin peut avoir d'autres avantages. Et notamment, on imagine, et c'est le projet de la société Lug à moyen terme, créer un moyen de paiement qui soit basé sur ce stablecoin, puisque une fois qu'on s'est extrait de la volatilité des crypto-monnaies, une fois qu'on a un crypto, enfin un actif numérique dont on sait que la valeur est toujours de 1 euro, on peut imaginer utiliser cet actif numérique pour réaliser des paiements, comme on le fait aujourd'hui, voilà, avec sa carte bancaire, ou avec du cash, ou avec un virement bancaire. On pourrait tout à fait imaginer utiliser cet actif numérique pour réaliser un paiement. Et l'avantage, en fait, c'est que cet actif numérique étant un objet numérique inscrit dans la blockchain, on peut lui ajouter des nouvelles caractéristiques. Et nous, l'intérêt qu'on voit dans le stablecoin, c'est d'ajouter notamment des caractéristiques de fidélité, de reward, une manière de pouvoir engager les clients dans une relation avec le réseau sur lequel il est en train de payer. Aujourd'hui, quand vous êtes un retailer et que vous proposez un programme de fidélité, vous avez d'un côté le paiement, c'est-à-dire des utilisateurs qui vont régler leurs transactions avec un moyen de paiement, et de l'autre côté, un système informatique pour gérer la fidélité. Donc, vous avez une carte de fidélité sur laquelle on va vous mettre des points, du cashback, etc., et qui est un système totalement disjoint. Les deux systèmes fonctionnent différemment. Et d'ailleurs, si vous avez une carte de fidélité auprès de plusieurs enseignes, de plusieurs acteurs, vous allez avoir plusieurs programmes de fidélité qui sont totalement étanches les uns aux autres. Et en fait, dès lors que vous êtes capable d'injecter les caractéristiques, de programmer la fidélité à l'intérieur du moyen de paiement, ce que permettent les technologies, alors c'est un mot un peu barbare, de smart contracts, qui sont les technologies sur lesquelles sont basés les tokens, les coins qui circulent sur la blockchain, vous êtes capable de faire en sorte que le moyen de paiement devienne aussi le support de la fidélité. Et donc, de manière native, quand vous payez avec le stablecoin, soit déclencher les rewards auxquels vous avez droit, que ce soit du cashback, une réduction ou autre. Donc ça, c'est le premier avantage. Finalement, vous fusionnez la fidélité dans le moyen de paiement grâce à ces technologies de stablecoin. Et le deuxième avantage, c'est que comme vous êtes sur des technologies qui sont complètement décentralisées, vous pouvez organiser un écosystème où finalement des acteurs qui sont des acteurs différents, qui n'ont pas forcément ne se font pas forcément confiance, hein, puisqu'ils sont indépendants, ils peuvent être concurrents, peuvent finalement rendre leur système de fidélité interopérable les uns avec les autres, puisqu'ils se basent sur le même moyen de paiement. Et donc demain, le projet de Lux, c'est vraiment de créer, d'organiser un consortium d'acteurs qui mettent en place des programmes de fidélité sur le même moyen de paiement pour que pour l'utilisateur, il y a un vrai avantage. D'abord, j'ai pas à avoir une carte de fidélité indépendante de mon moyen de paiement. Tout est réuni dans un seul système, le système de ce stablecoin. Et deuxièmement, j'ai pas besoin d'avoir autant de cartes de fidélité que j'ai de programmes et que j'ai de partenaires, enfin d'enseignes avec lesquelles j'ai une relation fidèle, puisque tout sera réuni à l'intérieur du même programme, et ce qui permet aussi de faire des accords bilatéraux entre les enseignes qui pourront dire finalement ce qui est gagné chez les uns peut être utilisé chez les autres, moyennant des règles de parité, de commissionnement qui sont entre ces acteurs, mais on va rendre les programmes de fidélité intrinsèquement interopérables entre les différents acteurs, puisqu'ils seront basés sur le même système. Et donc, on va revenir à un système de type, ça avait existé à une époque, un système de points
de fidélité commun multi-enseigne, hein, c'était le programme Smiles, mais Ah qui oui. avait le désavantage d'être un programme qui était centralisé. Donc il fallait qu'au milieu, il y ait un acteur de confiance qui soit l'acteur qui tienne la Mm. balance de tous les points chez les différents partenaires du programme. Là, il n'y a plus besoin de ça puisqu'on est dans un environnement totalement décentralisé. Il suffit qu'il y ait des accords de pair à pair entre les gens qui acceptent ce moyen de paiement pour qu'on puisse organiser un programme qui puisse fonctionner chez les uns et chez les autres. Donc ça, ce serait une avancée très forte. Ah La oui. technologie de base des stablecoins Mm. le permet. Et donc, c'est vers Mm. là qu'on veut aller. Le groupe Casino croit à cette approche et c'est pour ça qu'il est un actionnaire de la société Lug. Mais notre objectif chez Lug, c'est d'avoir d'autres acteurs de ce type, d'autres acteurs B2C, donc qui ont des relations avec des utilisateurs finaux, avec des paiements fréquents, donc qui ont un intérêt à monter des programmes de fidélité, pour créer Mm. vraiment un consortium qui serait avec des membres fondateurs qui seraient tous des actionnaires de la société Lug, de manière à avoir le réseau d'acceptation le plus large possible pour le bénéfice des consommateurs et une capacité d'interopérabilité des programmes de fidélité qui soit aussi la plus large possible, puisque là, on voit qu'il y a un effet de réseau évident, c'est-à-dire que si je suis un utilisateur final, plus j'ai d'acteurs dans ce consortium, plus j'ai un réseau d'acceptation large et plus j'ai une capacité d'utiliser les récompenses que j'ai collectées chez un acteur, chez un autre, Mm. à mon plus grand bénéfice. Donc c'est ça Oui, qui oui, intéresse un groupe comme le groupe Casino dans cette oui, approche-là. oui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sous-jacent, c'est le stablecoin. Oui. C'est vraiment un sous-jacent technologique et c'est le fait d'avoir arrimé sa valeur à l'euro qui nous permet Mm. d'imaginer toutes ces applications. En revanche, on peut pas le mettre en œuvre dans un premier temps pour Mm. plusieurs raisons. D'abord, comme vous l'avez compris, on a besoin d'avoir tout un réseau et un consortium qui s'organise et ça forcément, ça prend du temps. Et ensuite, Mm. ce sont des applications qui vont nécessiter que le LUG devienne un moyen de paiement et donc répondre à un cahier des charges très très spécifique et qu'on obtienne une licence pour être moyen de paiement qui Mm. prend du temps à être obtenue. Et donc le temps que à la fois ce consortium soit fonctionnel et que les licences réglementaires soient obtenues, on a choisi quand même d'avoir une première application du LUG pour vraiment pouvoir monter en compétences et asseoir nos systèmes technologiques, qu'on ait une stack technologique, comme on dit, qui soit la plus performance, la plus rodée possible pour le jour où on passera en moyen de paiement, et aussi qu'on affine, qu'on structure nos process internes de gestion, d'administration d'un stablecoin, tout ce que je vous ai expliqué sur le fait que à chaque fois qu'on émet un LUG, il y a de l'argent qui est mis sur un compte à la Société Générale. Tout ça, c'est des processus qui sont à mettre en œuvre et qu'on peut déjà roder dans la première application que je vous décrivais, qui est très spécifique pour les investisseurs en actifs numériques. En termes d'agenda, là, vous avez une visibilité sur à partir de quand, justement, ces nouveaux moyens vont se mettre en place? Nous, notre objectif, c'est d'être live sur ces nouvelles applications d'ici 18 mois. On pense que c'est le temps qu'il nous faudra pour obtenir toutes les autorisations qui sont nécessaires pour rentrer dans cette logique de moyens de paiement et avoir un consortium suffisamment large, suffisamment robuste au niveau des acteurs qui auront adhéré pour que il y ait un bénéfice totalement évident pour les utilisateurs pour venir sur ces nouveaux moyens de paiement. Donc l'horizon, c'est 18 mois aujourd'hui. Ces applications futures ont l'air vraiment passionnantes. On a le sentiment justement que les actifs numériques commencent à intéresser de plus en plus les grands acteurs du retail. Est-ce que c'est votre sentiment? Ah oui, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces sujets et que ça devient de plus en plus grand public.
Dans le retail, il y avait eu une première phase où les technologies blockchain étaient très scrutées. Il y a eu beaucoup d'expérimentations sur les questions de traçabilité, puisque, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en archivant les transactions ou des événements dans la blockchain de manière sécurisée, inviolable, irréversible, ben, on peut mettre en place des systèmes de certification ou d'authentification qui permettent notamment dans une supply chain d'avoir une très bonne traçabilité de toutes les étapes, de tout ce qui s'est passé sur un produit, sur un bien, depuis sa fabrication jusqu'à sa distribution. Donc ça avait été un gros sujet d'intérêt de la part des retailers. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de sujets autour du paiement, Oui. notamment avec l'arrivée des stablecoins, hein, ce que je vous Mm. expliquais précédemment. Il y a une première génération de sujets qui est de permettre aux détenteurs de cryptoactifs d'utiliser finalement leur crypto jusqu'au paiement final. Donc là, il y a des stratégies qu'on voit se mettre en œuvre, notamment avec Visa et Mastercard, qui commencent à proposer la capacité pour quelqu'un qui a des cryptos finalement d'aller payer chez un commerçant avec ses cryptos par des mécanismes qui sont des mécanismes de conversion automatique Mm. des cryptos ou des actifs numériques, pour employer le terme français, en monnaie fiat, donc en dollars ou en euros, avant de faire la transaction chez le commerçant. Donc ça, Mhm. c'est déjà un premier pas de jonction entre ces univers des cryptoactifs et ces univers du paiement et du retail. Mhm. On a une deuxième étape qu'on a vu être franchie avec toujours Visa qui a annoncé qu'ils allaient faire la compensation sur des stablecoins dollars, là pour le coup, Mhm. sur la zone dollar. Donc ça veut dire que non seulement ils acceptent que des flux proviennent d'une conversion d'une crypto-monnaie en dollars pour la processer, mais ils acceptent aussi de faire la compensation avec leur partenaire dans un stablecoin dollar. Donc ça, Mhm. c'est vraiment des mouvements très très structurants pour le marché. Mais ce que je vous disais tout à l'heure et qui nous semble être Mhm. vraiment euh, là où il y a le plus de potentiel d'innovation, c'est quand on va commencer à utiliser la capacité intrinsèque de programmer la monnaie finalement, donc de programmer le moyen de paiement pour lui donner de nouvelles caractéristiques et de nouvelles Bien sûr. fonctionnalités. Et ça, c'est possible. C'est vraiment grâce à cette technologie des smart contracts. Je veux pas être trop abscon, mais vraiment, Mm. on peut euh, donner des caractéristiques très très fines aux moyens de paiement grâce au smart contract. On peut faire ce qu'on appelle du paiement dirigé, c'est-à-dire Mhm. faire en sorte que le paiement ne soit accepté que dans certains réseaux et sous certaines conditions. On peut faire du Mm. paiement enrichi, ce que je vous écrivais tout à l'heure, hein, donc un paiement où au-delà du simple transfert de valeur d'un point A à un point B, il y a un certain nombre d'autres éléments qui sont déclenchés et qui sont en relation avec soit le porteur, soit le récipiendaire du paiement. Hein, Mhm. et donc là, Bien c'est tout sûr, ce ouais. que je vous disais sur la fidélité, sur Tout à fait, la ouais. loyauté. Et tout ça, ça ouvre un champ des possibles incroyable. Et évidemment, Mm. dans le monde du retail, dans le monde du paiement plus largement, tous les acteurs B2C qui ont des paiements récurrents sont intéressés par ça. Et c'est la porte ouverte à beaucoup, beaucoup d'innovations. Et ce qui est très intéressant, c'est que on est plutôt à la pointe en France. La France s'est dotée d'un cadre euh, réglementaire autour des actifs numériques qui est très performant avec la loi Pacte. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives. Nous, dans nos discussions avec les pouvoirs publics, on a un véritable intérêt pour pouvoir faire de la France un endroit où on va pouvoir proposer
grâce à ces nouvelles technologies, des innovations qui vont être utiles et pour les commerçants et les gens qui reçoivent des paiements et pour les utilisateurs. Donc il y a une grande vague d'innovation qui arrive, ça c'est certain. Ça a l'air prometteur. Olivier Ourandam, merci beaucoup. À bientôt pour un nouveau Click and Coffee. D'ici là, n'hésitez pas à aller piocher des infos ou revoir nos replays sur l'application MyCDRC.